Bonjour à tous, désolé pour, les quelques minutes de retard. Donc on se retrouve sur, un nouveau, webinaire pour discuter de gamification et plein de sujets connexes. Et cette fois-ci, du coup, j'ai avec moi, Pierre-Étienne Delphy qui va nous parler de nudge. Pierre-Étienne, peut-être qu'avant de commencer, on peut demander aux personnes qui sont avec nous si les personnes connaissent déjà peut-être les nudges ou si c'est quelque chose qui est un petit peu nouveau pour eux. Normalement, les personnes peuvent mettre un message directement du coup sur LinkedIn et nous, ça nous apparaît sur le côté. Est-ce que ta présentation à côté est prête? Oui, tout Ok. à fait. Bonjour à tous. Et bah, du coup, Hum. excellente question d'Alexandre. Est-ce que certains, connaissent déjà, les nudges? On va voir aussi si, comme ça, si les gens arrivent à commenter ou pas. Pour l'instant, moi j'ai bien l'impression que ça fonctionne. Je vais voir LinkedIn à côté. Voilà, parce que les gens sont juste curieux. Après, c'est vrai qu'on est un peu pendant la pause déjeuner aussi, donc pas forcément facile de manger et taper en même temps à l'écrit. Hum. Dans tous les cas, moi je te propose, si tu es prêt, qu'on puisse commencer. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais m'effacer, hein, comme ça je laisse la main et la possibilité de présenter. Si tu veux que ta collègue monte sur scène, tu me dis, comme ça je peux l'ajouter aussi. Et Oui, puis, si jamais elle a des questions, bah voilà, j'essaierai de faire le lien pour réagir et tout ça. très bien. Bah, écoute, ouais, dès qu'elle arrive, je veux bien que tu fasses monter aussi, Diarra, à qui je vais passer la main à un moment donné, au milieu de la Ok, présentation. ouais, ça marche. Super. Du coup, on Merci va se mettre beaucoup, ouais. comme ça. Parfait. Hop, avec plaisir. Du coup, hop, moi je me supprime et j'ajoute du coup Diarra. Merci beaucoup. Ah, c'est bon. Bonjour. Bonsoir Tiara. Bonjour, j'étais dans la salle d'attente, je comprenais pas, je me Et voilà voyais, donc ma co-intervenante Diarra. Donc, peut-être je te laisse te présenter en quelques mots et puis après je pourrais aussi, me présenter avant qu'on rentre dans la présentation. d'accord. Bonjour, moi c'est Diarra Bari. J'ai rejoint Alcom pour, préparer une thèse en sciences de gestion intégrant les sciences comportementales et le marketing social. Le sujet de ma thèse porte sur, l'adoption d'un comportement responsable par les fumeurs qui, jettent le mégot au sol et donc le nudge, qui est un outil aujourd'hui popularisé, par le marketing social et les co-auteurs, Thaler et Sunstave, fait partie des leviers que moi j'étudie, pour essayer de comprendre et modifier le comportement du consommateur. Merci beaucoup et moi donc je suis Pierre-Étienne, Delphy et ça fait maintenant 3 ans et demi que je suis, chez Alcom. Quand je suis arrivé, c'était encore, tout récent, donc c'est l'éco-organisme qui travaille, Alcom pour rappel, sur les mégots. Donc en fait, on est l'éco-organisme, il y en a qu'un qui est agréé par les pouvoirs publics pour, sensibiliser et soutenir les collectivités afin de réduire la présence de mégots dans l'espace public. Et notre objectif, c'est faire moins 40 de mégots mal jetés d'ici à 2026, fin 2026, donc du coup début 2027. Et donc moi, je suis arrivé dès le début avec, ma casquette, sciences comportementales que j'avais pu travailler, auprès d'Alexandre notamment, qui nous accueille aujourd'hui et merci à lui. Et dans mes expériences précédentes également, où j'avais beaucoup travaillé sur tout ce qui était engagement, sciences comportementales, biais et également UX. Et donc j'utilise tout ça depuis 3 ans et demi maintenant pour, essayer de faire changer les comportements de fumeurs et de, faire disparaître ce geste parasite qui est de jeter son mégot par terre. Cette incivilité, très malheureusement tellement répandue qu'on ne la voit plus, et contre laquelle nous, on essaye vraiment, d'œuvrer, pour la faire disparaître avec nos partenaires associatifs, avec les collectivités. Et du coup, j'ai été ravi de pouvoir à un moment donné faire venir Diarra. On a proposé un sujet de thèse du coup dédié à ce sujet-là, qui est de dire pourquoi les gens jettent leurs mégots par terre et comment on les fait changer. Et Diarra donc du coup nous a rejoints pour travailler avec nous sur ces questions. Et on va profiter bien sûr, de ces enseignements tout au long de cette présentation. Avant d'aller du coup sur le cas plus spécifique des mégots, moi j'ai prévu une petite introduction qu'on vient de faire
et aussi une partie plus théorique sur les nudges avant de rentrer dans de la pratique pour voir des exemples sur le terrain. Donc, pour comprendre les nudges, avant tout, je propose un petit icebreaker, mais je ne sais pas si vous avez accès au chat ou pas, mais si jamais c'est le cas, je vous pose la question de savoir est-ce que vous pensez être un conducteur plus prudent que la moyenne? Ça, c'est une question que j'aime bien poser quand je parle de ces sujets-là. J'aime bien la poser aussi parce que ça nous permet de nous rendre compte que nous sommes tous un peu, on va dire, fabriqués dans le même moule d'un point de vue comportemental et d'un point de vue habitude. Bon, je ne sais pas si vous avez accès au chat, donc je vais continuer. Sauf si Pour Alexandre, tu l'instant, veux répondre. il y a bien le chat, mais effectivement, comme le dit Bram, les gens ont l'air un petit peu timides. Il y a peu de commentaires. Moi, j'ai mis oui. J'ai mis D'accord. oui. Je connais un petit peu la logique derrière aussi. Il y Tu connais a le piège. Nathalie qui dit oui aussi. Bon, Ah, on est d'accord. deux. Ah, il y a Maël qui dit oui aussi. Très Ah, bien. je pense qu'il y a un petit peu peut-être de décalage aussi entre LinkedIn et nous, notre échange. Bram qui Ça dit marche. bien entendu. Donc voilà, on a tout le monde qui est plutôt oui. D'accord. Je laisse enchaîner, je redisparais. Très bien. Donc, bah, écoutez, pour l'instant, il y a une grande majorité de réponses oui. Et en fait, quand on pose cette question, globalement, ça correspond aux réponses qu'on a habituellement, puisque c'est 95% des personnes à qui on pose cette question qui répondent oui. Et donc, on se rend bien compte tout de suite qu'il y a un problème statistiquement. Parce que la moyenne, elle est largement dépassée. On est à 95% là où on devrait être sur du maximum 50%, parce que 50% devraient répondre non si on voulait être sur quelque chose de juste. Et c'est là qu'on se rend compte que on partage tous un biais, notamment au volant, qui est très connu, qui est le biais de supériorité illusoire ou biais d'optimisme, à savoir se dire, bah, oui, bon, je fais quand même un petit peu plus attention que les autres, je suis quand même un petit peu un meilleur citoyen, je suis quand même un petit peu un meilleur voisin, je suis quand même un petit peu mieux, quoi, grosso modo. Et ça, c'est quelque chose que tout le monde partage dans tous les domaines en fait de sa vie. On se considère toujours un petit peu au-dessus de la moyenne, un petit peu supérieur et avec aussi un biais d'optimisme qui est de dire bah moi, il m'arrivera moins de choses négatives qu'aux autres, logiquement, puisque bah, je considère que vu que je fais tout un petit peu mieux, il m'arrivera moins de choses négatives qu'aux autres. Et donc ça permet en fait tout de suite de se rendre compte qu'aujourd'hui, on va parler de nudge. Les nudges, c'est justement comment est-ce qu'on vient contrer un peu des biais de ce type-là, c'est de se dire, on ne parle pas de personnes externes à nous, on parle bien de nous-mêmes. On fait tous partie de on est tous encore une fois dans des modes de fonctionnement qui sont très similaires. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a tous tendance à adopter parfois des comportements qui vont être un peu inadaptés ou des choses comme ça, mais parce que on partage tous ces biais, et ce sont des biais en fait qu'on a développés tous au fur et à mesure du temps et de l'évolution de l'être humain pour gagner du temps dans nos journées, pour réussir à continuer à faire les choses même quand on a des journées très chargées, etc. Et en fait, ce sont des biais qui nous permettent de prendre des décisions rapides, et ça, on va le voir après. Donc, faut pas juger trop durement ces biais-là. On les a tous. Et nous, c'est vraiment avec Diarra et avec l'ensemble de l'équipe d'Alcom, notre mentalité, c'est de dire, on n'est pas là pour juger, pour pointer du doigt, pour culpabiliser. On est là en fait pour aider les gens à dépasser ces habitudes qui se sont ancrées à cause de différents biais. Et donc, pour venir les contrer, les nudges sont un outil qui est très utile. En fait, quand on parle de nudge, on va parler d'architecture du choix. Donc ça, c'est le terme technique qui est derrière. Mais en fait, on peut facilement le comprendre, l'architecture du choix. Là, j'ai mis une petite illustration, c'est de se dire qu'en fait, on a toujours plusieurs options qui se présentent à nous au quotidien, dans tous les choix qu'on va faire dans une journée. Et en fait, ces choix ne sont pas toujours présentés de manière totalement objective et équivalente. Donc parfois, vous allez être très poussé vers un choix plutôt qu'un autre. Et je pense que là, certains commencent tout de suite à penser à des exemples qu'ils ont dans leur quotidien, où on va vraiment vous inciter à partir plutôt sur un choix qu'un autre. Et donc, nous, on a plusieurs petits exemples là-dessus. Mais pour commencer, la base du nudge, du coup, avant d'aller dans des illustrations, c'est justement de se dire, pendant longtemps, les économistes ont pensé que justement, face à ces différents choix auxquels on est confronté à longueur de temps,
on avait en face le fameux Homo economicus, que certains d'entre vous connaissent peut-être déjà, notamment ceux qui ont travaillé sur les théories, qui ont fait ES à l'époque, je ne sais pas quel nom ça a maintenant, et qui ont travaillé sur tout ce qui était sociologie et économie. C'est le fameux Homo economicus. Donc, on est censé rechercher l'optimisation de nos ressources et l'optimisation de notre bien-être financier au quotidien dans nos choix. Et il y a beaucoup de modèles qui reposent encore là-dessus, du point de vue des économistes. Sauf qu'en fait, le point de départ notamment de Richard Taylor dans son bouquin sur les nudges, c'est de dire en fait cet Homo economicus, c'est un monstre Frankenstein, comme on le voit là sur l'illustration, qui a été créé pour finalement permettre de faire ce type de projection dans des modèles, mais il n'existe pas vraiment. C'est-à-dire que les humains sont avant tout des êtres très influençables par les normes sociales notamment, sont aussi des êtres qui vont avoir qui n'ont pas forcément les ressources mentales en permanence, les ressources rationnelles en permanence, etc. Et qu'il y a aussi beaucoup de fois où on prend des décisions sans que ce soit forcément dans notre intérêt, ou sans que ce soit forcément pour optimiser nos ressources, ou pour, par exemple, dans le cas des mégots, en pensant de manière collective. Il y a aussi beaucoup de fois où ça va être des décisions qui sont prises de manière assez arbitraire dans notre quotidien, parce qu'encore une fois, on a beaucoup de décisions à prendre et que les biais cognitifs se sont mis en place pour aller très vite dedans. Donc cet Homo economicus, en fait, il commence par le dénoncer. Et c'est pour ça qu'en fait, quand on parle de choix, tout le monde imagine souvent les grands choix. Voilà, se dire qu'est-ce que je vais faire comme étude, est-ce que je veux changer d'entreprise. D'accord, donc on a des grands choix comme ça. Et bien sûr, sur ces grands choix, on prend le temps de la réflexion. Mais en fait, on se rend compte qu'une journée, elle est constituée de milliers de micro-choix. C'est-à-dire que du moment où vous vous réveillez jusqu'au moment où vous vous couchez, en fait, une journée, ça va être à chaque fois des milliers de micro-choix. Qu'est-ce que je vais manger ce matin? Comment je vais aller au boulot? Est-ce que je vais prendre le vélo, le métro, la voiture? Et en fait, dans la journée, on va avoir des milliers de micro-choix comme ça. Celui que j'ai mis là, par exemple, pour illustrer, c'est de se dire, j'ai une impression à faire. Est-ce que je choisis d'aller le mettre en recto verso, de le mettre en couleur, de le mettre en noir et blanc? Et donc ça, c'est un des nudges qui est souvent présenté, notamment quand on arrive en entreprise, pour dire que certains nudges en fait, vont avoir des répercussions très fortes, même s'ils ne sont pas très visibles. Et par exemple, les choix par défaut, ça en fait partie. C'est-à-dire que si par défaut, l'imprimante est mise sur un mode d'impression en noir et blanc et en recto verso, la plupart des gens, au moment où ils vont lancer une impression, vont le laisser comme ça. Parce que ils vont pas prendre le temps d'aller changer les réglages à chaque fois, etc. Encore une fois, ils ont beaucoup de choses à faire, et c'est le micro-choix qui serait celui de changer les paramètres d'impression, ils vont pas le prendre. Mais du coup, ça marche dans l'autre sens aussi. C'est-à-dire que si le choix par défaut, c'est en couleur et c'est en recto, la plupart des gens vont imprimer en couleur et en recto, parce qu'ils vont pas prendre le temps de le changer. Même s'ils ont une conscience écologique, même s'ils savent que ça va utiliser de l'encre, du papier, etc. Si ce choix par défaut, il est déjà comme ça, ils vont pas le changer. Et donc, nous, sur les mégots, et après je passerai la parole à Diarra pour faire un focus là-dessus, on est vraiment dans ce type de comportement où en fait, les gens vont pas se poser la question frontalement de se dire: «Qu'est-ce que je fais avec mon mégot?» On est vraiment dans un moment dans la journée où les gens vont pas se poser la question, et ça va être une décision presque automatique en fait qui va se faire sur ce déchet. Et c'est là que nous on peut intervenir. Et comment est-ce qu'on fait nos choix? Donc j'ai commencé à vous en parler un petit peu sur le côté où il y a certains choix qui sont faits de manière rapide et d'autres de manière beaucoup plus lente. Et donc ça a été théorisé par Daniel Kahneman dans son bouquin Thinking Fast and Slow, qui explique en fait une explication rationnelle de comment est-ce qu'on fait nos choix de manière parfois irrationnelle, justement. Donc lui, il a poussé l'analyse au bout sur ce sujet. Et en fait, il se dégage que on a un peu deux systèmes de pensée. C'est une théorie donc, qui lui a valu quand même le prix Nobel d'économie. Un système intuitif qui représente 95% des décisions, et un système rationnel qui, lui, ne représente que 5% des décisions. Et donc, dans ce système intuitif, qui représente une vaste majorité, on va être dans quelque chose de rapide, d'inconscient,
on va fonctionner par association d'idées et on va être en mode pilote automatique. Donc la grande majorité des choix sont pris en mode pilote automatique. En fait, on ne conscientise même pas vraiment qu'on a un choix devant nous. On fait le choix avant même de l'avoir vraiment identifié. Et par contre, le système 2 rationnel, lui, il est beaucoup plus lent. Il demande beaucoup d'efforts cognitifs. Il va fonctionner sur de la logique. Et du coup, par définition, il est indécis parce que quand on se penche vraiment sur un problème et qu'on essaie de peser le pour et le contre, eh ben, c'est plus dur de trancher que si on fonctionne simplement par habitude ou par association d'idées. Et du coup, on en arrive sur les nudges plus particulièrement. Et donc sur le fameux livre que Dira et moi on vous a déjà évoqué de Richard Thaler et Cass Sunstein, donc Nudge, qui explique donc du coup que c'est une incitation douce qui influence les décisions des individus. Le nudge, la traduction littérale, c'est un coup de pouce en fait en français. Donc c'est une intervention subtile qui modifie l'environnement, qui encourage des comportements positifs pour la personne ou pour la société sans amener de contraintes. Donc, c'est-à-dire qu'on n'enlève pas de choix dans le cas du nudge. On va juste essayer de pousser vers la bonne décision pour l'individu. C'est basé sur les sciences comportementales et la psychologie. Et vous voyez, on vous a tout de suite mis une illustration par rapport au vélo avec Dira, qui est donc, par exemple, là, dans le cadre de l'utilisation à Marseille des vélos en libre service, de pouvoir montrer certains trajets entre des lieux connus des habitants, là par exemple la Belle de Mai et Joliette, ou Joliette et le Vieux-Port, et de montrer à chaque fois le temps que ça prend en fait en vélo. Et donc ça donne une petite indication en plus qui fait qu'un passant va régulièrement, tous les jours, voir ces affichages sur les vélos en libre service, et petit à petit, on peut se dire: «Ah finalement, c'est vraiment rapide en vélo, OK, bon je vais peut-être essayer», et ça lui amène un petit élément en plus qui pourra l'amener à changer de comportement. Pourquoi est-ce qu'on réalise, du coup, des nudges? Là, vous voyez d'autres exemples, notamment liés à la propreté, en haut, avec une poubelle qui a été gamifiée en, heu, en panier de basket, ou alors, ce fameux nudge que je pense que vous avez déjà tous vu, sans savoir que forcément que c'était un nudge, mais maintenant vous le saurez, avec, la vitesse en kilomètres/heure et le petit smiley, qui envoie un signal positif ou négatif, si vous êtes en train de respecter ou non la limite de vitesse sur une route. En fait, on le fait parce que ça favorise l'engagement, dans la gestion des déchets notamment, et en informant sur les impacts environnementaux. Donc là, c'est une étude de 2024 que Diarra justement a pu trouver, où on retrouvait ce verbatim-là. Et comment ils sont perçus? En fait, l'idée pour nous, c'est de faire en sorte que les comportements détritus soient perçus comme socialement inacceptables. Et donc, le fait de le renforcer par des nudges, ça permet ça. On voit aussi que le nudge peut influencer positivement le comportement des consommateurs. Donc là, pareil, étude à l'appui, dont Diarra pourra vous parler un peu plus. Et le nudge nécessite aussi qu'il y ait de la transparence pour que les individus soient conscients en fait de ces influences sur les décisions, si on veut qu'ils fonctionnent. Et donc là, ça fait notamment écho, là je me tourne vers Alexandre, vers un autre, le dernier webinaire que tu as fait sur les nudges, où notamment parler aussi de l'éthique du nudger, et de justement vouloir garder cette transparence aussi pour que ce soit clair pour la personne qui va être ensuite, à qui on va présenter ce nudge, en fait, d'être conscient des là qu'on utilise. Complètement. Je vais mettre le replay aussi dans le chat du coup. Et tu as une question, j'en profite, de Ouais. Nathalie qui demande comment ils sont choisis, ces nudges. Alors sur le choix de nudge, justement, on a toute une méthode qu'on va vous présenter vers la fin du document avec Diarra. Parce qu'en fait, c'est une très bonne question dans le sens où la réponse est de commencer par se demander, un nudge en fait est très dépendant de son contexte. C'est ça aussi qu'on remarque avec les nudges, c'est que c'est très compliqué d'avoir un nudge qui fonctionne en toute situation ou dans tous les contextes. Et donc, pour pouvoir choisir efficacement un nudge, il faut connaître son contexte et le connaître bien. Et ensuite, on peut adapter justement avec un nudge associé à ça. Et donc, pour pouvoir répondre de manière un peu plus complète à cette question, encore une fois, on a prévu une slide vraiment dédiée à cette question-là. On verra à la fin. Quelques exemples de nudge qu'on peut retrouver autour de nous.
notamment dans les transports ou en zone urbaine. Vous pouvez voir par exemple des dispositifs de science qui ont été utilisés sur un passage piéton, à Cherbourg-en-Cotentin. Également donc de la science sur les poubelles en bas à Copenhague, avec les petits pas qui emmènent vers une corbeille qui elle-même a été mise en visibilité avec une couleur verte. Des nudges aussi qu'on retrouve beaucoup, ça va être lié aux escaliers, à l'utilisation des escaliers, où on voit à chaque fois comment on peut venir amener des messages d'encouragement ou juste amener de la science et aussi de l'esthétisme, hein. Comme là, on voit à Lyon, avec un escalier qui donne envie, qui est joli. Et donc, tout ça va être des petits coups de pouce, en fait, pour se dire, allez, je vais prendre l'escalier plutôt que l'escalator. Ou si on se concentre, par exemple, sur du milieu urbain et de la propreté, on voit à Lille, ils ont utilisé des marelles qui font un peu office de flèches, parce que les marelles, elles sont tournées, en fait, vers les corbeilles de propreté. Et donc, elles attirent l'attention pour pouvoir emmener en douceur vers ces dispositifs de propreté et les avoir bien visuellement en tête quand on a un déchet. Et donc, maintenant qu'on a fait, on va dire, un tour un peu théorique des nudges, en voyant donc que l'objectif était d'amener des incitations douces, d'augmenter la science, de favoriser en fait le choix du bon geste, et ben, je vous propose qu'on fasse un zoom sur l'application à la lutte contre les mégots. Et donc, je vais pouvoir passer la parole à Diarra très bientôt et lui laisser aussi la main pour présenter. Je ne sais pas si tu as vu, c'est juste en dessous, il y a marqué présenter. Je pense que tu peux cliquer directement dessus. Oui. Ouais, super, parfait. Normalement, ça devrait être bon. Si tu appuies dessus, tu pourras prendre la main. D'accord. Et donc, quelques chiffres clés peut-être avant que Diarra prenne le relais. D'après les études qu'on a pu mener chez Alcom, on se rend compte qu'il y a quand même plus de 1 mégot tous les 10 mètres de voirie en France. Donc, c'est vraiment un chiffre important. La distance maximale en mètres, quand on prend les avis des fumeurs pour lesquels ils sont prêts à faire l'effort de marcher pour aller jeter leur mégot, c'est 17 mètres. Donc, grosso modo, c'est traverser une route ou marcher sur 2 ou 3 numéros dans une rue, mais c'est le maximum qui est accepté par les fumeurs. Au-delà de ça, en fait, ils considèrent que c'est trop éloigné et qu'ils peuvent jeter au sol. On a quand même 56% des fumeurs qui déclarent jeter leur mégot par terre lorsqu'ils sont en extérieur. Donc, on voit que c'est encore un chiffre quand même très important. Et 82% en pourcentage de fumeurs qui déclarent que les mégots jetés au sol constituent une pollution environnementale. Donc là, on commence tout de suite à voir, bien sûr, des paradoxes dans ces chiffres. Et 57 qui déclarent aussi que c'est une pollution visuelle. Mais vous voyez, on n'est que sur 57% sur la pollution visuelle. Et là, en fait, ce chiffre-là, il met aussi en avant le problème d'invisibilité un peu de ce phénomène des mégots mal jetés, où on s'est tellement habitué à les voir, etc., que, en fait, on n'a que 57% qui considèrent que c'est une pollution visuelle, alors qu'on en voit partout. On en voit plus de 1 tous les 10 mètres, encore une fois. Et donc, c'est pour ça que chez Alcom, nous aussi, on a cet objectif à chaque fois d'interpeller aussi sur ce sujet et de le rendre visible. Ça commence par ça, en fait, pour pouvoir ensuite amener des nudges, amener de la sensibilisation, amener des informations. Il faut déjà le rendre visible parce que malheureusement, aujourd'hui, ce sujet a tendance à être vraiment invisible pour une grande partie de la population. Est-ce que c'est bon de ton côté, Diarra, du coup, pour prendre la suite? Oui, c'est bon de mon côté, c'est juste que Super. normalement, c'est Alors bon. du coup, hop, j'arrête l'écran de mon côté. C'est la bonne présentation. S'il y a besoin d'aide. Est-ce que vous voyez, mon écran? Oui, Oui, je viens OK, d'accord. d'ajouter la scène. Du coup, tu peux le passer en mode présentation et D'accord. on va être dedans. super. Je sais pas du tout. Ouais, juste en bas, si tu fais le petit diapo, normalement c'est bon. Ah, c'est bizarre. Vous voyez, l'écran? On voit l'écran, mais pas en mode présentation. Ah!
Sinon, en haut, si tu appuies sur à partir du début. À partir du début. Là, c'est bon? Peut-être, il me disait d'avoir 2 écrans. J'ai qu'un seul écran, du coup, je sais pas. Là, c'est bon? Pour l'instant, ça Ça s'affiche pas marche pas? correctement. Ouais. Il faut peut-être essayer de partager un autre écran que celui-ci, si Ouais, jamais attends, tu je vais as essayer. Je dans vais une autre essayer. fenêtre. En attendant, je pose une question de Maël qui demande du coup si les personnes doivent être informées de la présence de nudge dans leur environnement. Est-ce qu'ils doivent être informés, c'est ça? Ouais, est-ce qu'ils ont besoin d'être informés comme, je sais pas, par exemple, imaginons on participe à une loterie, on sait comment ça fonctionne, on a le détail sur... Enfin, il y a un côté communication, attention, vous êtes nudgé, tu vois, est-ce que c'est quelque chose de nécessaire ou pas? Alors, en fait, encore une fois, ça dépend. Pour moi, ça dépend de ce qu'on souhaite faire passer comme message auprès des habitants. Certains nudges, par exemple, vont être vraiment complètement imperceptibles pour certaines des personnes qui vont les vivre. Je pense à un exemple de nudge classique, c'était un nudge visuel qui a été installé par la ville de Chicago dans un virage assez dangereux au bord du lac de Chicago. Ce qu'ils avaient fait, c'était qu'ils plaçaient des bandes sur la route et pendant peut-être une centaine de mètres, ces bandes étaient à équidistance les unes des autres. Et ensuite, plus on se rapprochait du virage dangereux, plus ces bandes avaient tendance à être rapprochées. Et en fait, ils le faisaient de manière presque imperceptible, c'est-à-dire que c'était peut-être un demi-centimètre plus rapproché par mètre. Mais du coup, ce que ça fait, c'est que ça crée une impression de vitesse pour le cerveau, qui en fait se dit, ah mince, parce qu'il a eu le temps d'intégrer que les bandes étaient à équidistance, et donc quand elles commencent à se rapprocher tout doucement, ça crée une impression de vitesse, ce qui fait que les gens, naturellement, allaient appuyer sur le frein. Et ils ont vu des résultats très positifs, par exemple, sur cette méthode-là. Donc ça, typiquement, c'est un nudge où on n'a pas besoin d'aller expliquer après à la personne qui a été soumise. On a rapproché de plus en plus doucement les bandes pour que vous puissiez ralentir. Sinon, en fait, ça va même faire perdre l'intérêt de ce nudge, parce qu'une fois que les gens le savent, bah, ils vont se dire ah oui, non, mais ici, j'ai pas besoin de faire de ralentir. En fait, c'est juste une impression et je peux continuer à rouler à pleine balle. Donc là, typiquement, c'est un des exemples où on faut toujours se poser la question de est-ce que si on montre un peu le nudge, est-ce que ça va faire perdre de son efficacité ou pas? Après, il y a d'autres fois où les nudges vont être beaucoup plus visibles. Donc, par exemple, dans le cadre des mégots, vous le verrez quand on a des cendriers de sondage ou des choses comme ça. Et là, bah, je pense que c'est important, oui, de dire aux gens, bah, voilà, vous avez le choix entre 2 réponses et de mettre à chaque fois ça bien en avant. Et ça permet d'avoir, pour la personne, d'avoir les questions et il se rend bien compte à ce moment-là on va dire qu'il est incité à prendre un bon comportement. Là, on va être sur quelque chose de beaucoup plus visible. La base aussi sur le nudge, c'est que normalement, l'intérêt du nudge est toujours pour la personne ou pour la collectivité. C'est-à-dire que ça va être dans l'intérêt, en fait, là, par exemple, pour nous, sur les mégots, c'est vraiment pour essayer de lutter contre une incivilité. Donc, ah, pardon, je vois dans le chat, tu m'as renvoyé la présentation, c'est ça, Oui, Diarra, à l'instant, oui, pour que je désolée. projette? Pas de Oui, souci. Alors attends. je pense que mes paramètres. Ouais, alors attends, je vais Comme projeter. ça, ce sera plus simple. Il y a Nathalie qui parle du cadre législatif français. Effectivement, je pense que c'est quelque chose qui bouge beaucoup aussi selon le cadre législatif, parce que par exemple, quand on regarde le côté, par exemple, case précochée pour s'abonner au newsletter, bah maintenant c'est intégré par le RGPD, Oui, c'était pas le cas avant, et donc effectivement, il peut y avoir des cas un peu particuliers de ce type-là. exactement. Certains, en fait, utilisent parfois les méthodes qu'on présente là. Certains vont l'utiliser à des fins commerciaux ou, comme le disait à l'instant Alexandre, il y a des exemples d'utilisation du nudge, notamment dans tout ce qui est digital. Par exemple sur les cookies, etc., où en fait ils jouaient justement sur du choix par défaut, ils jouaient sur de la friction au désabonnement, des choses comme ça, pour justement essayer de maximiser leurs revenus. Et donc ça, normalement, c'est de mieux en mieux encadré maintenant par la législation.
Mmh. Et du coup, si on revient sur nos nudges, sur le sujet des mégots, et ben, Diarra, peut-être que je peux te laisser la Oui. main, si ça te va, Mmh. pour nous présenter un petit Merci. peu, justement, quels sont les facteurs, derrière ce jet du mégot au sol? D'accord, merci beaucoup. Dans la revue de littérature, on a identifié, 3 facteurs pour, essayer d'expliquer le comportement du jet de mégots dans l'espace public. On a les facteurs psychologiques, donc c'est tout ce qui est l'habitude, perception des risques, donc le manque de connaissances par rapport à l'impact que peut avoir le mégot lorsqu'il est jeté au sol, le manque de civisme, l'éducation et l'impulsivité. La personne peut être, au téléphone ou être occupée et avoir le geste sans s'en rendre compte. Ensuite, on a les facteurs sociologiques, donc tout ce qui est normes sociales, comportements attendus lorsqu'on se trouve dans une zone et pour finir, pression de groupe. Des études ont montré que lorsque, notamment les hommes, lorsqu'ils étaient accompagnés en couple ou en famille, le jet de mégots au sol diminuait leur comportement, avait tendance à, diminuer, leur comportement de jet. Et aussi, dans un groupe, lorsqu'une personne jette mal son mégot, une autre personne aura tendance à copier ce même comportement-là ou même inversement. Donc lorsqu'une personne va être amenée à bien jeter son mégot, une autre personne peut prendre l'exemple, sur la personne qui a bien jeté son mégot et aussi jeter, correctement son mégot ou son déchet. Et pour finir, on a les facteurs environnementaux, donc tout ce qui est facteur contextuel. Dans notre cas, c'est le manque de cendrier, le manque, de dispositifs et pour finir, on a, l'environnement. Lorsqu'on se trouve, des études ont montré que lorsqu'on se trouve dans un environnement sale ou un environnement qui est jonché de détritus, on aura tendance à jeter, ces déchets, sans se rendre compte parce qu'on va se dire que c'est le comportement attendu et inversement, lorsqu'on se trouve dans une zone, assez propre, dans un environnement très, très propre, on aura, envie de garder cet endroit-là propre. Une étude a été réalisée, à Genève en 2010-12 par un chercheur et c'était, de l'observation terrain. Il a été à la gare, c'était une étude, qui a duré pendant 6 mois. Il a été à la gare et il a observé différents comportements des fumeurs. Donc il les a classés en différents profils. On a les fumeurs responsables qui représentent, 10. Donc c'est les fumeurs qui vont, eux, ils vont anticiper leurs gestes. Ils vont se rapprocher du dispositif et à la fin de leur, cigarette, ils vont juste bien jeter le mégot, ils vont l'éteindre et ensuite le mettre dans le dispositif adapté. Ensuite, on a les fumeurs conscients. Pareil, ils vont se rapprocher du dispositif. Eux, par contre, ils vont laisser le mégot soit sur le rebord, hem, de la corbeille, soit jeter le mégot au pied du dispositif. Ils représentent 30. Et ensuite, on a les fumeurs occupés, donc généralement, ils sont soit en train de discuter, soit en train de soit ils sont au téléphone et eux, ils vont, juste, jeter le mégot à l'approche du train ou du bus, sans s'en rendre forcément compte de leurs gestes et ces fumeurs occupés, il avait dit qu'avec le nudge, on pouvait rallier ces fumeurs-là. Les fumeurs conscients et fumeurs occupants, on pouvait les rallier à la cause de bien jeter le mégot grâce au nudge. Ensuite, on a les fumeurs immobiles, eux, qui vont pas du tout bouger, hem, de là où ils sont. Ils vont juste, être là à fumer leur, cigarette et dès que le tramway ou le bus, approche, ils vont pareil jeter, juste leur, mégot au sol et prendre, le bus ou le tram. Et pour finir, on a les fumeurs indifférents. Eux, c'est vraiment, les fumeurs qui, même si, il y avait un dispositif à 0 mètre, ils vont jamais correctement jeter le mégot. Eux, c'est vraiment par manque de peut-être de connaissances, de tout ce qui est, civisme aussi, mais eux, ils vont vraiment jamais, jamais correctement jeter le mégot. Là, ça c'est, le type de profil qu'il avait classé, grâce à son observation terrain. Est-ce que tu peux passer à la slide suivante? Merci beaucoup. Dans la revue de littérature, de nombreux chercheurs ont, tenté de catégoriser les nudges, les différents types de nudges pour mieux comprendre, leur, efficacité et leur, fonctionnement. Donc on distingue, plusieurs familles de nudge, comme par exemple, on a le nudge par défaut qui, consiste, à proposer automatiquement, une option, heu, sans que la personne ait à faire, des efforts.
comme l'avait dit, Pierre-Étienne, tout à l'heure. Donc là, nous, dans notre cas, c'est, ce que l'on peut observer avec la distribution automatique de cendriers de poche ou, avec, les zones fumeurs, équipées, d'équipements standards, donc avec des cendriers, déjà disponibles sur place. Ensuite, on a les nudges informationnels, c'est, des nudges qui vont donner de l'information, qui vont informer le public cible. Par exemple, là, avec mon mégot, j'étais par terre, va droit dans la rivière. Ensuite, on a les nudges sociales, donc c'est tout ce qui est, comportement attendu, comparaison sur les différents types, de public cible. Là, donc comme exemple, on a, 78 des fumeurs utilisent des cendriers de poche, donc d'autres fumeurs peuvent être amenés à se dire, «Ah, il y a quand même pas mal de fumeurs, voilà, qui utilisent le cendrier de poche, donc moi aussi, je vais commencer à l'utiliser parce que c'est la norme». Ensuite, on a les notes de simplification, généralement les notes de simplification, ils sont vraiment très faciles à comprendre, ils sont brefs et clairs et ils montrent aussi le schéma à prendre, pour, avoir le bon comportement et pour finir, on a le nudge d'amorçage, donc tout ce qui est, nudge saillant et ça, c'est des nudges, tout ce qui est slogan, pictogramme et bien visible avec des couleurs vraiment, attrayants qu'on peut voir de loin. C'est un peu ça. Merci beaucoup. En 2023, Alcom a lancé un appel à projets, pour, la mise en visibilité des dispositifs de rue et dans le cadre de cet appel à projets, les nudges ont été classés, selon 2 axes, soit par lieu, en choisissant, des zones stratégiques de passage pour, pouvoir, avoir le maximum de fumeurs ou soit par type de nudge, donc ça concerne tout ce qui relève, de la typologie des messages, de, des marquages au sol ou des affiches créatives et c'était un peu ça, par rapport aux différentes familles que j'avais citées. Parce qu'on peut mixer les 2 entre les différentes familles que moi j'avais citées en haut et la méthodologie, qu'on a mis, en place pour l'appel à projet. Merci. À l'issue, du projet, une diminution du jet de mégots au sol a été constatée. On est passé de 48 d'usage conforme, donc le fait de bien jeter son mégot dans le dispositif adapté, à 58 avec un simple nudge et jusqu'à 75 en combinant le nudge et un accessoire. Donc là, on peut voir sur la photo, un, sticker collé au sol: «J Jetez vos mégots par là» et un cendrier qui est apposé sur, la poubelle, le la corbeille de rue. Et la mise en séance de nudge a également permis de rapprocher une partie de fumeurs, parce qu'il y avait des fumeurs qui jetaient, mal le mégot à 10 ou 20 mètres du dispositif et grâce à la mise en séance, la visibilité des couleurs, ces fumeurs-là se rapprochaient du dispositif et même s'ils jetaient pas correctement le mégot, ils venaient quand même déposer le mégot sur le rebord, du dispositif et ça, c'était aussi, très, très bien. Merci. Hem La conclusion à l'issue du projet montre que les jeunes adultes sont les plus réceptifs, au nudge et donc plus enclins à adopter le geste ciblé. Les hommes sont ceux qui, jettent aussi, le plus de mégots au sol, sont donc particulièrement, concernés par le nudge et ensuite, pour, finir, les personnes qui ont une sensibilité écologique seront, les personnes, plus ouvertes à ce genre de dispositif. Comme enseignement opérationnel concernant le nudge, c'est, le nudge, il fonctionne, même si c'est à court terme et que aujourd'hui, c'est encore discuté, dans le monde, scientifique et dans le monde de la recherche. Ça fonctionne. Il ne faut donc pas, hésiter à combiner différents types de nudge et aussi à évaluer soit tous les 3 mois ou tous les 2 mois le dispositif afin d'ajuster si, besoin, hem, le dispositif installé,
Et je sais que j'avais lu quelque part lors d'une table ronde en 2017 à Paris, il y avait des équipes de Behavioral Insight Teams, la représentante du Canada, elle avait dit que, des projets échouent, mais qu'ils ne communiquaient pas à ce sujet, bien que ça puisse être intéressant pour le monde scientifique ou ils communiquaient juste pas là-dessus, mais en tout cas, les limites sont assez discutées. Merci Diarra. Du coup, je fais le lien avec une des questions que j'ai vues en commentaire qui dit: «Comment faire en sorte que l'effet recherché par le nudge dépasse l'effet nouveau, et ou ludique du nudge pour ancrer une habitude?» Et donc ça justement, de ce que je lis, dans les recommandations concrètes qui sont là, c'est exactement pour pouvoir, répondre à cette question-là, c'est ça? C'est de dire justement, bah, de le Mmh, réévaluer oui, régulièrement et de le faire c'est ça, évoluer de pour d'avoir un justement, suivi, régulier pour, justement apporter les modifications nécessaires, pardon. c'est ça, et le Mmh, faire du coup évoluer et qu'il puisse, se renouveler et être de nouveau visible, auprès de auprès du grand public. exactement. Ne pas hésiter à changer les couleurs s'il le faut ou bien les messages, incitatifs, s'il le faut. Parce qu'au bout d'un moment, l'effet s'estompe parce qu'il y a une habitude qui se crée. Donc le public cible s'habitue à avoir, si c'est par rapport à la séance, commence à prendre une habitude à avoir le même dispositif ou les mêmes messages, donc ça ne fait plus tilt dans sa tête quand il est en face du dispositif. Très clair. Mmh. Hem, Ça, c'est des nudges de lieu et c'était lors, de l'appel à projet. Donc les notes de lieu, c'était tout ce qui était, dispositif, choisi et posé dans des zones de manière stratégique, donc dans des endroits à fort passage. Nous, c'est le public cible, c'est les fumeurs, donc à fort passage, concernant les fumeurs. Là, on peut voir les petits pas qui guident vers le cendrier. Les petits pas rappellent un peu, heu, la mer parce que c'est bleu. Ça facilite et ça dirige le public cible à aller vers le cendrier, à jeter son mégot dans le cendrier. Donc on a un mélange de couleurs et de guidance, par rapport à ce node-là. Ensuite, on a, celui de Dieppe avec, pareil, jetez vos mégots par là, pardon, qui montre le geste à avoir, la norme, sociale attendue, le comportement attendu quand on est à côté de ce dispositif-là. Pareil, on a un cendrier à 30 mètres, donc ça montre, le trajet à suivre pour, être près d'un dispositif, adapté. Ici, pareil, c'est des notes de lieu bien, mis, dans des zones stratégiques. Là, on voit, celui de Stop, mon mégot au pied d'un arbre et à côté d'une terrasse. On a de la science donc, sur, le trottoir, quelques quelques pictogrammes qui, qui montrent que le mégot, c'est pas par terre. On ne doit pas le jeter par terre, il est censé être dans un dispositif adapté. Ce trottoir ne mange pas les mégots et aussi on a le petit dessin à la fin à côté d'une bouche d'égout, «Stop au jet de mégots», qui montre que voilà, il faut pas le jeter, près d'une, bouche d'égout. Et encore une fois, du coup, là, on est vraiment sur, comme on le disait en préambule, sur des endroits où les gens ont vraiment l'habitude de jeter leurs mégots et c'est devenu, en fait, assez invisible pour eux, et donc ce genre de message, bah, permet justement d'attirer l'attention sur la notion de: il y a des endroits adaptés et d'autres non pour jeter son mégot. Mmh. Surtout pour les bouches d'égout, il y en a, ils pensent qu'il y a un filet qui Oui, retient les déchets, dans les mégots alors que c'est pas le cas. Donc ils n'ont pas la bonne information et ce genre de dispositif permet de vraiment, dire que si vous avez pas la bonne information, vous êtes pas censé jeter votre mégot là. Sinon ça part directement dans la mer. Ensuite, on a des notes de type encore, donc avec, des textes incitatifs à poser sur les cendriers ou les corbeilles. Le premier renvoie un peu,
avec de la couleur, on a de l'amorçage ici et le message qui montre que c'est le comportement, attendu. Donc on a un mix de amorçage, et nudge social. Donc c'est vraiment bien souvent de combiner les différentes familles de nudge. Ensuite, on a celui de Massy et le cendrier qui a collé à une corbeille de rue qui facilite, le geste à adopter. D'autres nudges de type, les cendriers de vote de par rapport à mes expériences terrain, il est de loin le préféré des fumeurs parce que voilà, il est ludique, il est facile à comprendre et souvent ils se prennent au jeu. Donc ce genre de dispositif par contre, il faut, vraiment changer le texte ou l'affiche pour que, ça fonctionne, dans le temps. Donc essayer de changer l'affiche, si possible tous les 2 mois ou tous les 3 mois. Voilà. Strasbourg faisait partie des villes, qui ont, participé à l'appel à projets et ça c'est, leurs différentes, les différents dispositifs qu'ils ont mis en place à l'issue de ce projet-là. Donc on peut voir, le cendrier dans 30 mètres. Des études ont montré que lorsqu'il y avait une indication dans une zone qui montrait qu'il y avait une poubelle ou un dispositif adapté pour jeter ses déchets, le taux de déchets, de littering diminuait dans cette zone-là. Ensuite, on a, des corbeilles, je jette qui montrent le geste à avoir où, tu dois d'abord bien éteindre ton mégot avant de le mettre dans la poubelle, sachant que dans les risques, dans le fait de mal jeter son mégot, les fumeurs disaient qu'ils avaient peur que la corbeille prenne feu. Donc là, c'est expliqué qu'il faut bien jeter son mégot, bien éteindre le mégot avant de le jeter. Donc c'est 1 et ensuite le 2 et ensuite on a, une zone non fumeur et avant d'arriver à la corbeille, on a de la saillance tout autour, de la corbeille qui montre qu'on va rentrer C'est dans une super zone. chouette d'avoir autant de nudges différents. Est-ce que du coup, vous avez après de la donnée justement sur lesquels sont les plus efficaces, ou si c'est bien justement de mixer les différentes approches pour bah, justement, comme le disait Valérie, ne pas être sur quelque chose qui soit pas pérenne, parce que justement peut-être on se lasse ou des choses comme ça. Et je rajoute, je l'ai mis du coup sur la vidéo, mais le commentaire de Bertrand, je sais pas si vous avez vu les, Oui, euh, les campagnes de com où c'est en mode, ah, je sais pas, la canette, elle pèse 100 grammes, vous avez bien assez de muscles pour la mettre dans la Mmh. poubelle. Effectivement, moi, je trouve que ça a l'air de bien marcher. Est-ce que vous avez eu des campagnes un peu comme ça aussi, avec ce même genre un peu de discours pour les mégots? absolument. Bah, merci Bertrand pour ce commentaire. En effet, nous, on a notre partenaire Geste Propre qui avait justement fait une campagne comme ça, qui disait donc avec les chewing-gums, capsules de bière et mégots, vous êtes assez balèze en gros pour le porter jusqu'à la poubelle. Donc en utilisant un peu le ton de l'humour pour pouvoir passer le message. Et oui, je crois que la campagne avait été plutôt appréciée par le grand public. Donc, parce que justement, en fait, on va dire en filigrane de ce type de message, il y a le côté aussi un peu responsabilisation sur la gestion de son déchet. En disant qu'on peut le message à faire passer, et nous avec le mégot, c'est vraiment tout l'enjeu, c'est de se dire, en fait, vous pouvez le garder un moment dans votre main, voire dans un cendrier de poche. Et en gros, il y aura pas toujours un cendrier au bout de votre bras au moment où vous terminez de consommer votre cigarette. Donc, il va falloir à un moment donné faire l'effort de le conserver un petit peu. Mmh. Et en effet, des messages qui le font passer ça de manière un peu plus ludique, ça participe, on va dire, à l'adoption de ce geste-là. Et après, sur ta question, ta première question, Alexandre, sur est-ce qu'il y en a certains où on a pu voir qu'ils fonctionnaient mieux que d'autres, ça, je pense que Diarra, en fait, on va y répondre dans les slides suivants, si je ne m'abuse. Hein. On a justement pu faire un peu cette Oui. sélection. Hop, ah ben justement, donc je reprends la main, désolé, tac, vous devriez voir ça. C'est bon? Est-ce que je Oui, suis en c'est plein bon. On écran? voit oui. Merci, Parfait. pour le partage. Et bien justement, on a fait un focus sur Strasbourg.
Pour pouvoir vous répondre un peu à cette question-là. Déjà de voir un peu d'où ils partaient, parce que je trouve ça quand même, intéressant. Peut-être, Diarra, tu veux nous représenter aussi cette partie-là? Oui, Est-ce que tu as pu justement te rendre sur place? oui, suite à l'appel à projet, déjà, ils avaient déjà montré, que le nudge avec, cendrier, par exemple, quand il y a une corbeille et que le cendrier, il est intégré à la corbeille, en plus de ça, on a un pictogramme au sol, marchait davantage plus que lorsque c'était juste un nudge simple, un cendrier tout seul ou une corbeille, sans dispositif. Juste une corbeille sans cendrier ou sans, éteignoir. Donc, là, déjà, il y a une différence et ici, par rapport à l'affiche, on voit que la première affiche, la rose avec, Homer, c'est, les gens, ils ont mal compris le message. Ils pensaient que c'est là où il fallait éteindre le mégot, alors que c'était pas du tout le cas. Donc, il y a eu une une erreur, de compréhension par le public cible et l'autre où c'était bien écrit, où c'était bien visible: «Jetin» et «Je jette». À côté de l'éteignoir, il y a donc du coup, il y avait moins de personnes qui éteignaient directement sur ce «J'éteins, je jette», apposé de l'autre côté. Donc il faut vraiment que ce soit bien visible et facile à comprendre pour le public cible. Parce qu'à partir du moment qu'il y a trop de friction, il y a trop de il va juste, faire le plus simple pour lui et juste, vite se débarrasser, de son déchet. À partir du moment que c'est un peu trop compliqué, qu'il y a trop d'informations, donc il faut vraiment que ce soit très, très simple et très compréhensible. Pardon. Du coup à Strasbourg, eux, ça c'est des actions qu'ils avaient menées, suite, à l'appel à projet. Ils ont mis en place toute une trame de choix en interne, pour, bien choisir, le dispositif adéquat pour ce projet-là. Donc ils ont fait, tout ce qui était d'abord identifier le graphique et après, même le choix de la couleur, c'était réfléchi en interne et avec nous, et le prestataire qui a fait, les observations de terrain et qui a fait les interviews. Des zones, stratégiques ont été choisies, donc les zones hotspots. Les zones hotspots, c'est les zones à forte concentration de mégots. Donc c'était des endroits, stratégiques, bien choisis en amont et on avait même eu 2 phases. Une première phase 0 avant l'installation des différents types, des différents dispositifs pour aller voir ce qui se passe, sur le terrain et après installation des dispositifs pour aller voir si ça a marché et on a fait aussi, une observation N+1 du coup de de l'année, bah, de cette année, parce que le projet c'était l'année dernière et moi j'ai été sur le terrain. Ils ont remis, de nouveau les mêmes dispositifs, ça continue, de bien marcher, et d'attirer, le public cible. Et pour le je voudrais quand même préciser, parce qu'on est quand même en présence, d'Alexandre, notre expert, gamification bien sûr, qu'ils ont beaucoup joué sur ce volet-là aussi à Strasbourg. Pour ceux qui connaissent, le style, rétro gaming, ils ont joué sur du pixel art, ils ont travaillé avec du game over, donc voilà, ils ont aussi rajouté un petit côté, alors, c'est voilà, au moins, on va dire des codes du jeu vidéo, on va dire, qu'ils sont venus rajouter aussi en plus dans leur visuel. Ouais, je trouve ça très chouette et je partagerai du coup, avec Le Gaël, qui vert, je pense qui n'est renvoie à la pas nature, présent en live, aux mais qui arbres, est à Strasbourg, donc donc c'est c'est chouette, vraiment quoi. choisi, c'est très réfléchi, tout ça. Que ce soit le message ou, la couleur, c'est très, très réfléchi, pour que ça puisse impacter, le public cible. Mmh. Dis-moi? Ah bah, si, vas-y, Diarra, je t'en OK. prie. Donc les bonnes pratiques, pour, ce genre de projet, c'est, rendre, comme je le disais, toujours le dispositif, le plus simplement possible, le plus, visuellement, qui soit facile à qui soit facile à détecter dans l'environnement où on se trouve et il faut éviter de multiplier les nudges trop ludiques, donc pas trop d'infos, d'un coup à la fois. Essayer de bien cibler, un seul message qu'on souhaite faire passer et faire comprendre au public cible. Ne pas oublier d'inclure, des publics non francophones et aussi,
essayer d'avoir des parties prenantes autour de la table, dont notamment des fumeurs. Si possible, présenter, aux fumeurs le projet en amont pour avoir leurs idées, leurs retours et derrière apporter les modifications. Donc faire d'abord, cibler une toute petite zone aussi, hein, choisir une petite zone, faire le projet, à une toute petite, échelle et ensuite déployer, à grande échelle. Ça aussi, c'est très bien, ça permet d'avoir, des retours et d'éviter, que le projet échoue à grande échelle. J'en profite pour mettre la question de bras, mais je pense que tu as plutôt bien répondu. C'était comment Mmh. passer de l'étude de terrain au choix du nudge le plus adapté, quel est le lien entre ces étapes. Donc j'ai l'impression que C'est une question. c'est effectivement ces étapes-là. Comment passer de l'étude terrain au choix de Je sais pas si vous avez envie de rajouter quelque chose pour, passer de par rapport l'étude à terrain ça. au choix de notes, déjà il faut essayer de mettre dès le début, faire de la co-construction, de la co-création, donc dès le début, mettre autour de la table, que ce soit les techniciens qui sont tout le temps sur le terrain ou, des prestataires qui sont habitués à cette thématique, à ce sujet. Donc vraiment dès le début, mettre quand même des experts autour de la table et le public cible. Parce que ça compte vraiment énormément qu'ils apportent leurs idées, leur manière de voir. Parce que la manière, de la manière dont nous on peut percevoir un dispositif alors qu'on n'est pas le public cible et quand ça concerne le public cible, c'est totalement différent. Nous, on peut comprendre Mmh. A et l'autre public cible, le public cible qu'on vise, lui, peut comprendre B. C'est très, très important Ouais. que dès le début, ils soient autour de la table et ensuite C'est après, super parce que du coup, au final, on est très proche des autres approches design, enfin des Oui, expériences utilisateurs, ce qu'on peut faire aussi dans la gamification. Donc c'est cool que ce soit toujours un peu les mêmes bonnes pratiques. Ça mmh. permet de passer plus facilement d'un projet à l'autre aussi. exactement. Mmh Et mh. nous, c'est Je aussi le choix voulais, qu'on fait sur les campagnes qu'on mène aussi au niveau national. On a toujours des phases de pré-test où on met en face de nous justement des focus group de fumeurs, pour s'assurer exactement de cet effet-là dont parlait Diarra à l'instant, qu'ils comprennent bien le message, qu'ils le perçoivent, de manière, incitative, et cetera. Et ça, c'est vraiment indispensable avant de se lancer. Mmh. Et peut-être ok. pour répondre à la question de manière un peu plus poussée, on avait justement ce slide suivant, qui répond aussi peut-être à la première question qui dit: «Bah, comment est-ce qu'on choisit un nudge?» Et en fait, voilà, on se rend compte que c'est pas si simple. Mmh. Il y a un plan d'action à respecter pour réussir justement à le concrétiser de la manière la plus efficace possible. Donc, peut-être que je peux, présenter ce slide-là, Diarra, et puis après, tu hésites pas à compléter si besoin, et puis on pourra après ça, de toute façon, c'est notre dernier slide, répondre, à vos questions. L'idée, c'est toujours, de définir le comportement, de voir qu'est-ce qu'on veut changer. Donc par exemple, pour nous, améliorer le geste du fumeur. Donc l'idée, c'est de sensibiliser dès la consommation, proposer des gestes simples et pratiques pour éviter ce jet de mégot. Ensuite, il faut cerner les freins et les leviers, parce on parle de tous, on va dire, des biais comportementaux qu'on doit éviter depuis tout à l'heure, mais il y a aussi des biais qu'on peut utiliser. Et ça, c'est aussi intéressant à se noter. Par exemple, tout ce qui est norme sociale, une fois qu'une norme sociale elle est bien installée, en fait, c'est un biais, comportemental qui est puissant. Parce que, le comportement, s'il commence à être largement adopté, ceux qui vont continuer à le faire vont, potentiellement subir jusqu'à ce qu'on appelle une sanction sociale. On peut prendre l'exemple, par exemple, des déjections canines. Pendant très longtemps, ça a été un comportement qui était plutôt toléré un peu de tout le monde, et maintenant, si quelqu'un, se fait, entre guillemets «attraper», à laisser une déjection canine, il peut, avoir vraiment des gens autour qui vont s'en offusquer, et donc ça peut participer, à changer le comportement à grande échelle. Et donc pour faire ça, c'est comprendre pourquoi le comportement n'est pas encore adopté et qu'est-ce qui peut motiver aussi à le faire. Un exemple, par exemple, c'est s'inspirer des bonnes pratiques, identifier ce qui fonctionne ailleurs, voir d'autres expérimentations pour comprendre les leviers psychologiques ou logistiques qu'il y a eu à ce moment-là. Après, on va construire la stratégie, donc de se dire, comment on va agir, quels leviers on peut mobiliser, qu'est-ce qu'on a comme moyen,
L'idée, et c'est là, je pense, Diarra, où on retrouve ce que tu disais, c'est de commencer sur une zone restreinte, avec autour de la table directement des personnes avec qui on souhaite tester ces différents dispositifs. Petite échelle, on observe tout de suite les résultats, on ajuste. Ensuite, on peut déployer à l'échelle de la zone dédiée ou de la commune, par exemple, avec des exemples de dispositifs, originaux, attractifs qu'on installe. On met en place des installations qui sont engageantes, visibles, créatives, qui augmentent la saillance et l'engagement. Et bien sûr, après, c'est important de toujours mesurer et d'ajuster. Tu parlais tout à l'heure de design, Alexandre. Là, on est vraiment dans un outil de design aussi avec Synology, hein, qui est visible. Et donc, on arrive dans l'itération. L'itération fait vraiment partie du processus aussi, pour se dire qu'est-ce qui a fonctionné, où est-ce qu'il y a eu à l'inverse des résultats qui étaient un peu en dessous de ce qu'on voulait faire, et comment on peut relancer un peu la dynamique en s'appuyant sur ce qui a fonctionné. Et donc on peut corriger. On valorise aussi les succès. Ça, c'est important, c'est bien que ce soit aussi précisé, c'est de dire, une fois qu'un nudge a bien fonctionné, c'est le moment justement où on peut potentiellement le rendre un peu visible, en faisant aussi des annonces en fait, hein. Par exemple, dans le cas d'une ville, se dire moi, je vais en parler à mes habitants de ce qui a été fait, et s'il y a eu des résultats positifs, je vais en parler dans ma newsletter, dans mon journal municipal, pour dire regardez ce qui a été fait. Et en fait là, on le met en visibilité aussi, l'action, et ça permet justement d'augmenter encore l'engagement quand il y a des nouvelles éditions qui sont faites avec du nudge qui est fait directement sur le territoire urbain. Et on observe les changements, on ajuste les actions. Voilà, je ne sais pas si, Diarra, tu voulais compléter un petit peu sur ce slide-là. Sinon, on peut peut-être passer aux questions-réponses aussi. Oui, je vais juste appuyer ce que tu avais dit. Les professionnels ont montré qu'en fait, les nudges, on les applique, dans la vie de tous les jours sans forcément, le rattacher au paradigme du nudge. Donc on a pu le voir que les nudges peuvent prendre différentes formes, que ce soit par, le choix, par défaut, ou, comme tu le disais, la valorisation, le fait d'adhérer à des normes, sociales, ou même le choix, de la structure où, se trouve le public cible. Donc faut vraiment pas, en fait, on fait le nudging sans, nécessairement être au courant qu'on le fait. Donc il faut juste maintenant être au Ça, courant qu'on le fait et essayer de mettre en place, c'est vrai dans plein de sujets, et pour la gamification, moi je l'observe assez régulièrement. Il y a plein de gens qui se rendent compte après coup, notamment dans la formation, qu'en fait ils faisaient déjà de la gamification. Ils n'avaient pas forcément réfléchi ça de cette façon-là, mais techniquement ça en est, et le fait effectivement de se questionner sur leur pratique et éventuellement de se former, ça leur permet d'être plus au clair sur ce qu'ils font, et éventuellement d'aller plus loin ou d'améliorer leur pratique et tout ça. Et ça fait pas mal le lien justement avec ce que du coup disait Valérie. Alors il y avait deux questions, je vais les afficher comme ça ce sera plus simple. Euh, Hop, donc là je peux pas afficher les deux. Donc, je vais commencer sur la première qui est y a-t-il des exemples de nudge applicables en formation pour favoriser l'engagement des apprenants? Et je vous mets la deuxième dans la foulée comme ça, parce que les deux sont assez connectés. C'est avez-vous des conseils pour se former au nudge aux différents biais? Parce que du coup, Valérie aimerait bien approfondir ces questions et voir quelles applications possibles à la formation. Alors, j'ai un premier début de réponse, et c'est très connecté du coup à ce que tu disais, Diarra. C'est qu'en fait, effectivement, on peut faire des nudges sans savoir qu'on en fait. Et par exemple, dans les gamificards, et du coup, je sais, Valérie, que tu connais bien l'outil. Et en fait, il y a des cartes qui sont clairement inspirées de nudge. Ça ne veut pas dire que tous les nudges les plus classiques sont les gamificards. Par exemple, le choix par défaut, je crois pas qu'il y ait une carte là-dessus, ou en tout cas, c'est pas présenté de cette façon-là. Mais potentiellement, la gamification et les nudges sont assez connexes, et du coup, il y a certaines cartes qui permettent de travailler ce côté un peu nudge. Euh, Dans les outils complémentaires, il y a un jeu de cartes qui, je crois, s'appelle Nudge Card ou quelque chose comme ça, qui a été créé par un consultant. Je l'ai quelque part dans mon bureau, mais qui est assez proche des gamificards et qui focus sur comment faire des nudges. J'ai pas eu l'occasion de le tester sur un projet concret, mais de ce que j'ai vu, c'était plutôt sympa. Et après, je vous laisse la parole pour peut-être donner d'autres infos sur ce sujet-là.
Et merci à Bran qui dit qu'il doit partir. Bah, merci. De toute façon, la fin pourra être visible hein, via LinkedIn si besoin. Donc voilà, je vous laisse peut-être répondre à Valérie, compléter un peu ce que j'ai pu dire. Bien sûr. Alors, déjà pour se former au nudge, je pense que c'est écrit sur la revue de ce livre-là sur certaines plateformes. Le, donc le livre écrit par Richard Taylor et Cass Sunstein, c'est un des livres écrits par un prix Nobel qui est l'un des plus faciles à lire. Parce que honnêtement, en fait, c'est beaucoup d'exemples qui sont appliqués dans des domaines divers et variés. Donc on arrive vraiment à se projeter à chaque fois et les biais, pareil, qui sont mis en avant, souvent, c'est des choses qui sont assez intuitives une fois qu'on y prête attention et donc c'est plutôt le fait de les avoir formalisés, vraiment dans ce livre-là qui permet, après de pouvoir se poser les bonnes questions. Mais c'est donc directement le livre de Richard Taylor et Cass Sunstein, moi je pense qu'il est accessible et c'est déjà, un très bon début pour ensuite avoir des bases pour pouvoir travailler avec des nudges. Et sinon, pour ceux qui veulent un format un peu plus didactique, moi je sais que j'avais suivi aussi à l'époque le MOOC de la Rotman School of Management dédié aux nudge. Et c'était aussi des contenus très qualitatifs pour justement avec des mises en application où ils rentraient vraiment sur l'architecture du choix, sur les différents modes d'action qu'on pouvait avoir et les différents leviers qu'on pouvait employer pour travailler sur cette architecture du choix, notamment avec les nudges. Et ensuite, sur le domaine de la formation en particulier, je pense que ça dépend encore une fois beaucoup du contexte, justement du type de contexte de formation dans lequel on est, pour que ça fonctionne, parce qu'encore une fois, les nudges, il faut vraiment les réfléchir à chaque fois selon ce schéma qu'on voit là. Donc, par exemple, là, ça serait de se dire, moi, qu'est-ce que je veux changer? Je veux avoir une meilleure, je veux réduire, par exemple, le pourcentage d'élèves qui vont pas au bout de la formation que j'ai proposée. Et là, ça va être la question à se poser et voir ensuite, quel type de nudge on peut mettre en place pour contrer. Ça peut s'appliquer en fait à beaucoup de domaines. Carrément. Merci pour tous ces éléments. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat? Il y avait Maël qui demandait quels outils et indicateurs vous utilisez pour assurer le suivi, détecter les effets inattendus sur le long terme, etc. Mais ça, vous avez un peu répondu, j'ai l'impression, dans votre présentation. Mais en attendant, s'il n'y a pas d'autres questions et que vous avez envie de rajouter un mot là-dessus, euh, je vous laisse faire. Sinon, on attend de voir s'il reste quelques petites questions. Nous, un des indicateurs, c'est le nombre de mégots qu'on va retrouver quand même au sol, hein, dans notre cas, en fonction des nudges qui ont été placés. Et l'autre indicateur important qu'on avait utilisé notamment dans le cadre de notre appel à projet dédié aux nudges, c'était vraiment l'observation comportementale. Donc, c'était de voir la distance parcourue par les fumeurs pour jeter correctement leurs mégots, le taux d'usage versus mésusage. Et c'est ça, en fait, qui permet de voir comment le comportement a pu évoluer. Et le fait, par exemple, c'est aussi pour ça qu'on a fait un focus sur la ville de Strasbourg, qu'ils aient renouvelé, en fait, au bout d'un an. Justement, ça permet aussi de voir, de sortir de l'effet, est-ce que ça a eu un effet que sur le coup et une seule fois lorsque ces nudges ont été installés la première fois, ou est-ce qu'on peut retrouver des effets à plus long terme si la commune décide de partir dans ce phénomène un peu d'itération qu'on vous affiche là à l'écran et de recommencer régulièrement ce type d'opération. Et là-dessus, peut-être je te passe la main, Diarra, pour conclure. On se rend compte que c'est plutôt positif le résultat. Oui, c'est plutôt positif parce que, pour les données N+1, j'ai été à Strasbourg. Ils ont fait exactement la même chose. Donc, même, dans la partie indicateur, on peut dire qu'il y a les retours des habitants, du public cible qui dit que: «Ah oui, j'ai vu, tel, dispositif il y a 1 an et je le revois encore de nouveau», donc c'est très, très bien. Et aussi, on avait aussi comme indicateur on avait comparé les différents dispositifs, à côté de quel dispositif il y avait le plus de jets ou le moins de jets, pour savoir lequel était,
on va dire facile, à utiliser pour le fumeur pour, soit éteindre, gratter son mégot ou éteindre son mégot avant de le mettre dans le dispositif en question. Donc c'était le cendrier de vote, qui était gagnant. Mais, voilà, c'est un peu ça. Je sais pas si Très bien. Bah, je OK, ne sais pas s'il y a super. des dernières questions? J'ai pas l'impression qu'il y ait de dernières questions, du coup, hop, on va pouvoir, revenir, par ici. Ce sera un peu plus sympa. Est-ce que si on est tous les 3? Ouais. Donc, bah, merci beaucoup à tous les 2 pour, votre présentation. C'est très clair et très, très inspirant. J'ai l'impression qu'on a répondu en tout cas à toutes les questions et du coup, ça permet de voir un peu plus concrètement comment, des projets de nudge sont déployés, concrètement au-delà de juste, en croiser, par-ci par-là dans la rue. Donc c'est vraiment, super chouette. mmh, J'espère qu'on aura, l'occasion de rediscuter avec vous, bah, quand il y aura justement peut-être des nouvelles itérations, des nouveaux nudges ou des choses comme ça, parce que c'est toujours intéressant de voir les évolutions et voir comment, comme le disait Valérie, bah, on arrive à avoir quelque chose qui est durable et qui change concrètement les comportements, voire, du coup la société, de façon plus globale. Et peut-être que ça bougera aussi sur d'autres aspects, législation ou autres. Donc c'est assez intéressant à creuser. Et du coup, si, il y en a certains d'entre vous qui sont intéressés, bah, hésitez pas à regarder, il y a d'autres événements qui ont été mis en place sur LinkedIn, qui parlent de gamification ou de sujets, connexes. Donc, voilà, hésitez pas. Le prochain, je crois que c'est le 19 août, sans parler du 5 août où j'anime un atelier test sur la fresque de la gamification. Vous pouvez encore vous inscrire, mais je crois qu'il y a déjà une dizaine de personnes en liste d'attente, donc ça paraît compliqué d'avoir une place à ce moment-là. Mais donc voilà, s'il y a des sujets que vous avez envie de partager, s'il y a des questions que vous vous posez, je peux essayer de trouver aussi des intervenants qui peuvent voilà, intervenir et nous partager leur savoir, leur retour d'expérience. Donc n'hésitez pas. Et bah, sinon, merci d'être resté jusque-là, et puis à, à très bientôt. merci. Merci beaucoup. Au Merci revoir. Alexandre. Au revoir. Allez, à plus.